Bruno Druard et Patrick Angonin, merci de nous recevoir chez vous, à Orgeval. Oui, merci de Jolie ville. venir jusqu'à nous aussi. Hein. Oui, merci. Non, et on va parler surtout de Irrésistible Offenbach, puisque c'est votre dernière création qu'on peut voir actuellement au Théâtre de Passy, à Paris. Exactement, depuis jeudi dernier, donc jusqu'au 28 mai, du mercredi au samedi 21h et le dimanche après-midi à 16h. Alors, mise en scène d'une très grande metteuse en scène qui est Anne Bourgeois. C'est la première fois qu'on travaille avec. Hein. Oui, absolument. On avait très envie et puis là, ça s'est fait. Et c'est une femme qui est prestigieuse parce que dans le métier, elle a déjà 2 Molières. Elle a un talent fou. Elle a un talent fou. Et on était même un peu impressionnés de la rencontrer. Et humainement, c'est quelqu'un de vraiment adorable. Alors ça facilite le travail. Mais je peux vous dire qu'elle fait bosser les comédiens. Oui, ça Oula. va. Oui, c'est pas. Voilà. Alors, parmi les comédiens, bon, on parlera de toute la distribution tout à l'heure, vous nous la direz. Mais Offenbach, c'est Jean-Paul Faré. C'est Jean-Paul Faré, c'est le choix d'Anne. Il a déjà travaillé 3 fois avec elle. Qui est musicien d'ailleurs aussi, Jean-Paul Faré. Il joue du piano, il joue. Hein. Voilà. Et puis ça tombe bien pour un compositeur presque. Et puis c'est un homme talentueux. Il a eu aussi 3 nominations aux Molières. Il s'est tout de suite investi dans la pièce. Mais il faut avouer qu'il est aussi très bien entouré parce qu'on a 6 comédiens performants. Claudine Barjol, la fille de Jean-Michel Ribes. Oui. Aussi, oui, absolument. Daniel Jean Coloredo. Alors la fille d'Alexis Ribes. Elle a un talent particulier, Alexis Ribes, parce qu'elle est comédienne, mais elle est aussi professeure de Franche Cancan à Montmartre. Et là, c'est idéal parce que c'est une des surprises de la pièce. Oui, c'est bien. Hein comment trouver une actrice, une comédienne professeure de Franche Cancan? Ah ben Anne, elle cherche partout, hein, les talents. Elle cherche partout. Et puis, vous disiez David Leroc aussi. Hein, oui, David Leroc. Qu'on a eu dans notre précédente pièce qui était Les Tontons Farceurs avec Philippe Chevalier et Nathalie Marquet-Pernot, qui a fait un tournage télé, qui a fait énormément de dates en tournée. On va en parler après parce que c'est à peu près votre 40e pièce à vous. Et puis vous deux, c'est la combienième? Non, nous, depuis 1999, une trentaine. Oui, trentaine, oui, ouais, voilà, 25-30 à peu près. Alors parlons un peu d'Offenbach. Alors la pièce se concentre sur les 10 dernières années. Hein, Alors juste un petit peu, c'est sur 2 périodes. Un petit peu la fin de sa vie et 10 années avant, les années à peu près 1870, où la guerre va éclater avec la Prusse. Ah oui. Il a moins de succès en France, il a des dettes de jeu, et il est un peu catastrophé, moins d'imagination pour écrire. C'est un passage voilà. un petit peu avide. Par contre, il a énormément de succès en Angleterre. Donc il a un petit peu, comme dit Patrick, un passage avide, et puis il va rebondir. Et en plus, Hortense Schneider, avec qui il est fâché... Hortense Schneider, c'est la cantatrice qui est sa maîtresse. La grande créatrice, voilà. Mais qu'il l'est plus à ce moment-là, parce qu'elle a beaucoup de monde autour d'elle. Oui, elle est assez... Oui. Elle aime bien les hommes, quoi. Oui, exactement. Il y a un moment, on cite, d'ailleurs c'est très amusant, parce qu'à un moment, on cite un peu elle a une première d'une opérette, et on cite tous les rois, les princes du monde qui viennent l'admirer, et tous sont plus ou moins très proches d'elle, on va dire. Oui, c'est ça. Et alors donc, c'est dans la deuxième période de cette vie, donc c'est un artiste comblé, enfin voilà, au succès, et qui dirige des bouffes parisiens. Hein. Oui, complètement, mais qui est un petit peu en difficulté à ce moment-là. Donc, voilà. Et après, on reviendra 10 ans après, où à nouveau il triomphe. Où à nouveau il triomphe, c'est ça, oui. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs périodes dans la vie d'Offenbach. Alors. Je me souviens, moi, d'un feuilleton qui avait eu lieu qui avait à la télévision sur Offenbach. Je crois que c'était Michel Serrault qui... Oui, c'est Michel Serrault, et le réalisateur, c'était Michel Boiron. Voilà, dans les années 78, il y avait un monde fou. On l'a vu. Alors, on a écrit la pièce avant, mais le hasard veut que je l'ai trouvé à la FNAC, ce DVD. Je l'ai acheté pour voir. Et je me suis aperçu, avec Patrick, on s'est aperçu qu'on ne s'était pas trop trompé en écrivant un passage de sa vie. Parce qu'on a été faire des recherches quand même. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est un sacré personnage. Ah oui, alors vous avez raison de le dire, il est allemand, enfin prussien, on disait. Donc la guerre avec la guerre, bon, il devait fuir. En France à cette époque-là, c'est pas évident. Non, il savait pas trop ce qu'il devait faire. Je crois qu'il est parti en Angleterre. Et puis là, après, 10 ans après, c'est la fin de sa vie. Et le hasard veut aussi qu'il est mort à Paris, mais il a passé presque toute la fin de sa vie à Saint-Germain-en-Laye, au pavillon Henri IV. Absolument. Et c'est vrai, oui, donc c'est à côté d'adoption, si on peut dire. Pardon ?
Excusez-moi, Patrick. Oui. Non, je voulais dire, je pense que Jean-Paul Faré a cette folie qui nous restitue complètement. Je pense qu'il y a quelque chose de Faré, d'Offenbach dans Faré, oui, ça c'est probable. C'est un génie. Dans le talent, oui. Dans le talent. Mais il était aussi critiqué par ceux qui trouvaient qu'il était trop fantaisiste. Oui. Dans cette pièce, qui est une pièce avec des surprises très heureuses tout autour. On ne peut pas tout divulguer, parce qu'Anne Bourgeois en a trouvé plein. Mais c'est quand même une vraie pièce de théâtre très écrite. Et puis on voit tout le talent de compositeur aussi. Voilà, il y a eu des réorchestrations, je ne peux pas révéler, d'1 ou 2 minutes par-ci par-là pour donner aussi des choses magnifiques dans la pièce. Hein. Pour argumenter, en fait. Voilà. Oui, parce qu'il y a évidemment les œuvres qu'on connaît, enfin, toutes les grandes La œuvres. Belle Hélène, il y en a plein, etc. Et puis, mais il y a aussi des petits morceaux qui sont absolument fabuleux, qui sont très drôles, avec des librettistes qui travaillaient à deux comme vous aussi. Oui, Méliac et Halévy, non? Oui, exactement. Hein? Méliac et Halévy. Oui, on en parle d'ailleurs, Méliac, parce qu'il propose à un moment une jeune fille et on se demande pourquoi il la propose. Enfin voilà, il y a toute une petite anecdote dessus. Non, ils étaient très complices. De toute façon, c'était le beau côté de la vie parisienne de l'époque. C'était une part d'insouciance, une part le sens de la fête, beaucoup. Le sens de la fête. Le sens de la fête. Oui, c'est ça. C'est une période assez heureuse. Enfin, on est sous Napoléon III, en gros. Oui, c'est ça. Jusqu'à la guerre de 70, c'est une période assez heureuse, quoi. Après, il y a c'est une période un peu plus difficile, mais qui ne va pas durer. Mais c'est vrai qu'en plus, il attirait énormément tous les publics. Le public bourgeois, le public et aussi populaire. Et les gens l'adoraient dans la rue. Voilà. Et puis sur scène, il mettait de la joie aux gens. Voilà. Il apportait du bonheur. De bonheur, oui. Mais même la musique, il suffit d'écouter la musique d'Offenbach, on est joyeux, quoi. Hein. Elle plaît toujours, parce qu'on a commencé mercredi dernier. On a regardé les gens qui sont venus. Mercredi dernier, c'était la première. Hein, voilà, à Paris, au Théâtre de Passy. Donc, oui, le 6 avril, on a été stupéfaits. La moitié de la clientèle a 20, 30 ans, 40 ans, viennent le voir. Oui. Alors qu'on est dans le 16e, une clientèle des fois un petit peu plus... Alors que le public de théâtre est parfois plutôt vieillissant. Hein. On a tout, parce qu'il le découvre, parce que, voilà, il est intemporel. Hein. Ouais. C'est un magicien. Comment vous avez eu l'idée de faire une pièce sur Offenbach ? Alors souvent, les idées viennent toutes seules. Un détail nous accroche et on s'attarde dessus. Là, on avait écouté Offenbach sur un disque. Oui, c'est la musique qu'on avait écoutée sur ça à côté. Et puis on s'est dit, mais on devrait faire raconter la vie. C'est notre première pièce historique. Il y en aura une deuxième après. Vous avez fait des pièces policières, par exemple, policières, contemporaines, dans tous les styles de comédie. Oui. Oui. Et là, boulevard, même des pièces poétiques, des pièces sociales, écologiques, oui, voilà. Et puis là, on a eu en écoutant un petit peu la musique, on s'est dit pourquoi on raconterait pas la vie d'un monsieur comme lui. Et puis, dès le lendemain, on prenait la plume, Patrick et moi. Et Patrick, en plus, écrit des chansons et sociétaire des poètes français. Oui, donc, il rajoute ces petites choses. Patrick, vous venez plutôt de la poésie, vous, au départ. Hein, complètement. Disons que c'est Bruno qui m'a entraîné sur ses pas. Sur le théâtre. Voilà, et je l'ai suivi. La comédie. Ouais. Oui, sur la comédie. C'est un peu ça, l'amour. C'est un chemin qui devient commun. Voilà, c'est bien. Et c'est déjà depuis 25 ans, d'ailleurs. Oui. Et alors, donc, pour finir avec l'irrésistible Offenbach, c'est donc au Théâtre de Passy jusqu'au 28 mai, avec cette distribution formidable, cette mise en scène d'Anne Bourgeois. Et c'est vrai que ça fait partie comme ça. Est-ce que c'est votre but, au fond, de dire on peut à la fois apprendre des choses et s'amuser ? Ah, complètement. Oui. C'est ça, hein, c'est... Surtout aujourd'hui, parce on est sidéré à la télévision, on n'a que des choses dramatiques, des films policiers, en voilà sur toutes les chaînes tous les jours. Ah oui, il y a que des polars. C'est effrayant. Certaines chaînes, on se dit, mais quand est-ce qu'ils vont arrêter ? Alors ils font de l'audience parce que les gens ne savent pas toujours où regarder ou quoi le soir, ils allument. Mais quel dommage qu'ils ne nous passent pas plus de comédie, parce que dès qu'ils passent une comédie, elle fait quand même une très belle audience. Oui. Certains films de cinéma, voire des fictions que peuvent tourner certaines chaînes, mais ils n'en font pas assez. Moi, c'est un truc qui me révolte un peu. Puisque vous parlez de télévision, j'ai cru comprendre
comprendre que c'est grâce à la télévision que vous êtes venu au théâtre, c'est-à-dire grâce à cette émission mythique qui s'appelait Au théâtre ce soir de Pierre Sabag. Hein. Ah, moi, c'est complètement ça. J'avais 10 ans. L'émission a commencé en 66, si j'ai bonne mémoire. Elle a fini en 84. J'ai essayé tous les vendredis, c'était le bonheur de se retrouver en famille avec ma mère, mes frères et sœurs, parfois mes grands-parents. Et c'est le vendredi soir, c'est ça. Ah ouais, c'était le vendredi soir. Décor de Roger Hart. Et le costume Donald Carloel, qu'on a connu. Les gens de notre génération, évidemment, se souviennent des noms de Roger Hart et Donald Cardwell, parce que ça revenait toutes les semaines. Ouais. Quelle que soit la pièce, c'était toujours décor de Roger Hart et toute la France était devant sa télé ce soir-là. Ouais. Il y avait beaucoup de succès. Et ça demeure une référence, d'ailleurs. Ah oui, oui. Alors, ce qui est amusant, c'est que en écrivant des comédies, Patrick et moi, on a cherché tout de suite à voir tous ces comédiens qu'on a aimés d'une époque. Ah oui. Et on a eu la chance de connaître des gens comme Georges Descrières. Bon, avec Doris, on a fait 3 pièces. Ça a été le bonheur extraordinaire. Pierre Doris. Pierre Doris. Oui. Formidable, on a eu Christian Marin. Formidable humoriste. Ah là là. Qui a l'humour noir. L'humour noir, qui était un précurseur par rapport à des gens comme Laurent Ruquier, même à la limite. Bien sûr. Oui, qui lui rend hommage, d'ailleurs, assez souvent, hein, je crois. Assez souvent. Mais on a eu Christian Marin, qui est un monsieur Marin, formidable. Ouais. Et puis on a fait aussi Claude Jansac. On a eu tellement de monde, Jacques Legras. Mario malheureusement, qui nous a quittés. Oui, Henri Guibé. On a eu. Si vous avez... Excusez-moi, je dis ça, mais si les gens veulent regarder, brunodruard.com, ils verront certaines affiches et surtout tous les noms. On a été hyper gâtés. Il y a un site hyper gâtés. Voilà, on a un chien, si vous l'entendez. Un chien qu'on entend, mais il a le droit. Hein. Oui. Il n'y a pas de raison. C'est chaud. C'est chaud. Il est très beau en plus. Oui, il ressemble à un renard. Oui, c'est vrai un peu. Donc oui, cette influence. Alors, est-ce que parfois on a pensé que ce théâtre, c'est le théâtre de boulevard, était un peu dépassé? Est-ce que il faut le moderniser aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut pour le rendre visible aujourd'hui? Moderniser, je ne sais pas, parce que en province, on rencontre énormément de succès. Les gens ont besoin de voir ce type de spectacle. Ils attendent 2 semaines avant le spectacle. 2 semaines après, ils en parlent encore sur les marchés. Ouais. Vraiment, on rencontre un très large public en province. Mais il faut quand même dire une chose, c'est que l'écriture a évolué. On ne fait plus tout à fait les boulevards, par exemple, qu'on faisait dans les années 60. Ça durait 2h30, ils font 1h30. Et l'écriture est plus moderne. Il y a plus... nous, on a travaillé ça, parce qu'il faut beaucoup de mouvements, des répliques plus courtes, et puis des personnages pittoresques. Le théâtre que faisait un peu Jean Lefebvre, et hélas, dépassé... Enfin, hélas, j'en sais rien. Et dépassé, en tout cas. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'improvisation aussi à cette époque-là. C'est-à-dire qu'il parlait au public, et il s'interrompait. C'était pas forcément... les gens venaient voir un comédien, je sais pas si aujourd'hui encore on vient voir un comédien, on vient plutôt voir une pièce. Oui, mais en même temps, un comédien comme Jean Poiret, à la même époque que Jean Lefebvre, c'était la classe. Bien sûr. Vous aviez d'autres, moi j'ai adoré Poiret, François Perrier, par exemple. François Perrier, j'aimais beaucoup, il jouait les pièces de Françoise Dorin, par exemple, c'était très intéressant. Mais beaucoup de pièces ont vieilli, malheureusement. Poiret dans Joyeuse Pâques, dans Le Canard à l'orange, oui, surtout le Canard. Même en dehors de Poiret et Serrault, je veux dire, c'était quelqu'un d'absolument exceptionnel, parce qu'il y avait une culture française aussi qu'on se trouvait dedans. Mais c'est vrai. Donc sur ce théâtre-là, c'est vrai que vous avez raison de dire voilà, le public adore ça. Il y a une chose sur laquelle je voudrais insister, parce qu'on n'en parle jamais, c'est que vos pièces, une 40aine de pièces, tout ont eu du succès, et beaucoup sont prises par des troupes amateurs aussi. Alors ça c'est très important. Énormément. Il y a une chose qu'il faut... C'est d'ailleurs notre plus grande satisfaction, c'est d'être repris sur les planches par des compagnies amateurs, des gens qui font leur décor, leurs costumes, qui mettent toute leur passion dans la création. Absolument. Alors, il y a des librairies comme la librairie théâtrale, voilà, où on trouve les œuvres qui sont publiées. Oui, complètement, on les connaît bien. On a aussi la librairie de la Traverse à Nice, qui est très importante, qui nous édite, mais qui édite aussi Éric Assous, des grands auteurs. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, nous, c'est un petit peu le petit plus, c'est qu'on a écrit quelques pièces où il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a peu d'auteurs pour les femmes. Du coup, les troupes amateurs en France, il y a beaucoup plus de dames que de messieurs. Et alors, par exemple, on en a une qui s'appelle Parfum et Suspicion, mais ça fait 10 ans qu'elle est... 15 ans qu'elle avait été créée par Marie-Paul Bell, entre autres. Et elle
Elle est jouée partout, tout le temps. Partout. Et à l'étranger aussi, comme à Prague. Il y a une donnée économique, c'était que dire que maintenant, les pièces au théâtre avec plus de 3 acteurs, les directeurs font un peu, Voilà, un peu peur, alors que les troupes amateurs peuvent se permettre d'avoir une grande distribution. Comment... Pardon. Non, parce que certaines troupes amateurs sont vraiment formidables. Oui, absolument. Elles ont des niveaux professionnels. C'est très important le théâtre amateur. Ils approuvent l'engouement du théâtre. Et ça permet l'accès au théâtre à des couches sociales qui sont un peu isolées géographiquement. Ouais. Alors, je parlais comme ça de Flers et Caillevet ou Barillet et Grédy parce que ils écrivaient à 4 mains comme vous. Oui. Il n'y en a pas beaucoup, enfin, si, il y en a quelques-uns dans le théâtre. Il y a ceux-là qui sont très connus, évidemment. Comment on fait? Alors, Bruno est le socle de notre collaboration. Et moi, je tourne autour. On travaille un peu comme des artisans. L'histoire, c'est lui? L'histoire, c'est très souvent lui. La structure, quoi. La structure, c'est lui qui l'impose, et on tourne autour. D'accord. Alors, on si vous voulez... un petit peu comme des artisans. Mais vous travaillez à deux ou chacun travaille de son côté ou... Non, moi, j'ai écrit l'histoire comme ça d'affilée. Et ensuite, Patrick rajoute plein de petites choses. Ça peut être une chanson, un poème, ça peut être certaines répliques. Il trouve très souvent les titres. Et donc, voilà, on est complices à ce niveau-là. Mais je fais, si vous voulez, le de A à Z, un petit peu le squelette, tout ce qu'on veut. Mais avec certains, il y a déjà les dialogues. Mais après, on reprend 4-5 fois une pièce. Alors, le plus grand des hasards, c'est que les pièces peut-être qui sont les plus fortes chez nous, c'est celles qui ont été écrites les plus vite. C'est quoi, 2-3 mois? Oui, c'est souvent 2-3 mois, mais il y en a qui ont été faits en 3 semaines. Ah oui. Et ça, on n'en revient pas, mais on était tellement passionnés, on ne savait plus s'arrêter. Et quand vous avez une idée, vous allez jusqu'au bout forcément, ou parfois ça vous arrive d'abandonner C'est rare quand on abandonne. C'est arrivé 2 fois ou 3 fois. C'est la force de l'inspiration qui nous porte, et en général, on va jusqu'au bout. Oui. Pour Offenbach, c'était assez rapide. Et on a écrit une autre pièce, on est en train de faire la distribution qui va être vraiment bien. Ça va être notre 2e pièce historique, elle va s'appeler Mademoiselle Georges. Et c'est la célèbre tragédienne de la Comédie Française sous Napoléon Ier, là. Mais c'est une comédie, avec tous les rapports de jalousie, de mesquinerie à la Comédie Française. Donc on va bien s'amuser. Mais là, il y a un travail de documentation avant. Oui, on l'a fait, je peux vous le dire. De recherche, oui. Mais c'est passionnant, ça. Oui, bien sûr. La première pièce, ça s'appelait Janine Truchot, c'est ça? Janine Truchot a disparu. On a mis, moi, je ne connaissais pas Patrick, j'ai mis 10 ans pour la monter. On l'a coproduite, on l'a fait au Théâtre d'Edgar. Elle a fait 600 représentations. Tellement ça a bien marché. J'avais pris 3 jeunes femmes, un gars. C'est compliqué de commencer. Oui. Je parle parce que vous pourriez donner des conseils aux jeunes auteurs qui ont envie de se lancer au théâtre. Faut persévérer, quoi. Alors, je pense qu'il faut souvent trouver des comédiens talentueux, hein, Patrick, et essayer de monter par soi-même et le présenter dans les cafés-théâtres, les petits théâtres, etc. Mais c'était certainement plus facile dans les années 80-90 qu'aujourd'hui. Hein. Ah oui. On connaît plein d'auteurs qui n'y arrivent pas. Ce que je parlais, il y a une économie du théâtre qui est compliquée, du théâtre privé notamment, qui est compliquée, qui fait que on privilégie les pièces à deux acteurs. Ce qui bon. On en a écrit une. L'exploitation de la création devient très compliquée en France. Oui. Elle dépend de considérations qui nous échappent. Absolument. Oui, ça, c'est pas le problème des auteurs. Écrire une pièce à 2 personnages, c'est très difficile. On en a fait une qui a vraiment bien marché et on était heureux. Ça s'appelait Station Bonne Nouvelle. On a eu, c'est la dernière pièce qu'a joué Charlotte Valandré. Donc en 2019, juste avant le Covid, avec Christian Vadim. Un couple qui était merveilleux, c'était filmé aussi. On le voit sur Comédie Plus, mais c'était du bonheur. Et on avait un bon metteur en scène, Didier Brengart. C'est important les metteurs en scène. C'est important les metteurs en scène. C'est important. Là, c'est Anne Bourgeois. Oui. Ça s'appelle Irrésistible Offenbach. Et c'est produit par les Lucioles, avec qui on travaille depuis 13 ans, parce qu'ils aiment bien ce qu'on fait. Et donc, du coup, on est un petit peu fidélisés par rapport à eux, qui nous demandent chaque année une pièce. C'est au Théâtre de Passy jusqu'au 28 mai. Puis après, j'espère qu'il y a déjà des dates de tournée. Hein. Ah oui. Oui. On va faire 1 an et demi de tournée. Ça va aller jusqu'à fin 2024. C'est génial. Vous allez de temps en temps des tournées, vous allez voir? C'est plus compliqué maintenant que j'ai des problèmes de santé, parce que Bruno ne conduit pas. Mais on nous appelle après chaque représentation pour nous dire comment ça s'est passé. Ah, c'est sympa. On suit du cœur et de loin. Hein.
on nous envoie aussi des petits films, des choses comme ça. Mais on a des comédiens, on essaye d'avoir aussi des comédiens non seulement talentueux, mais chaleureux. Et donc, du coup, on devient proche. Et puis, on fidélise un peu. Voilà, qu'il soit surtout compatible humainement parlant. Ouais, c'est très important, ce qui fait que... Bah, surtout quand on est en tournée, oui, il vaut mieux que ça. Voilà, il vaut mieux que ça marche. Ouais. Allez, ben on va saluer alors. Hein on va saluer comme ça. On va saluer aux téléspectateurs. Vive le théâtre. Vive le théâtre. Merci Patrice. Merci beaucoup.